Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Aujourd'hui, pour ce 10e hors-série du podcast Passion médiéviste, je vous propose de sortir un petit peu de l'Europe occidentale et de partir pour un pays qui m'est cher car j'y ai grandi et fait partie de mon histoire. Donc je suis heureuse aujourd'hui de vous proposer un voyage dans le Maroc médiéval. Et comme guide, j'ai l'honneur de recevoir Mustapha El-Kadiri. Bonjour Mustapha. Bonjour. Mustapha Kadiri, vous êtes chercheur et professeur d'histoire à l'université donc de Rabat, Mohamed V. Et aujourd'hui, nous enregistrons d'ailleurs juste à côté de Rabat, chez vous. Vous avez soutenu une thèse en 1995 à l'université Montpellier 3, sous direction de Charles-Olivier Carbonel, sur le sujet l'État national et les Berbères. Et d'ailleurs, les auditeurs et auditrices de podcast vous ont peut-être déjà entendu dans le podcast sur l'histoire du Maroc, Radio Marif, animé par Reda Lali, où vous êtes un invité très récurrent. C'est lui qui m'a conseillé de vous inviter. Et avec vous aujourd'hui, j'avais envie donc de parler de l'histoire du Maroc au Moyen-Âge. Mais vraiment d'ailleurs, moi comme c'est une chose sur laquelle j'aime bien discuter sur les termes précis, on parle de Moyen-Âge pour l'Europe occidentale, mais du point de vue de l'historiographie marocaine, quel terme est-ce qu'on utilise pour parler de cette période du Maroc? Donc on va le voir, en gros, de l'invasion arabe au 7e siècle jusqu'à la fin de la dynastie des Mérinides au 14e siècle. On utilise le même vocabulaire, même à l'université, c'est-à-dire sur la périodisation, c'est ce qu'on a hérité un petit peu de la période coloniale, et puis c'est pratiquement devenu universel. Sauf quand on parle du Moyen-Âge avec l'expression moyenâgeux dans l'histoire d'Europe, ça a son sens, vu que c'était la période de l'Église contrôlait le tout, et donc du coup, il a fallu attendre ce qu'on appelle la Renaissance, et puis la Révolution industrielle, le temps des Lumières, pour que passe à ce qu'on appelle l'époque moderne. Nous, au Maroc, aujourd'hui, dans notre enseignement, on adopte la même périodisation, mais pas avec les mêmes sens, bien sûr. Pour nous, le Moyen-Âge, ça correspond à trois grands empires, les trois grands empires qu'on appelle en France les Maures avec un AU, les Los Moros de Moors, les Almoravides, les Almohades et les Mérinides qui ont perdu l'Andalousie. Bon, ça c'est, je veux dire, c'est un peu comme si on peut considérer le temps des empires, c'est-à-dire le temps de la grandeur, puisque la capitale à l'époque, pour les deux premières dynasties, se trouvait à Marrakech, et pour la dernière dynastie, les Mérinides, la capitale se trouvait dans la ville de Fès. Et ces deux villes, avec beaucoup de villes en Espagne aujourd'hui, au Portugal, sont l'héritage et le fruit de ces périodes-là. Donc voilà pour notre période dite du Moyen-Âge, qui va jusqu'à la perte de l'Andalousie. Et c'est là qu'on commence des nouveaux empires, mais plus petits, plus restreints, concentrés sur l'Afrique. Et l'empire saadien et l'empire alawite, d'ailleurs l'empire chérifien, le terme que le Maroc a gardé jusqu'en 1956, c'est-à-dire par rapport à ces chorfas, les descendants du prophète. Vous avez cité plein de termes. Je suis sûre peut-être que les auditeurs sont un petit peu perdus, mais vous inquiétez pas, on va tout reprendre. Et donc, on va repartir donc au tout début de toute cette période, parce qu'on va le voir, donc il y a eu l'arrivée des Arabes et de l'islam dans la zone géographique qui correspond au Maroc. Mais d'abord, avant l'arrivée de ces Arabes, qui étaient déjà sur place? Qu'est-ce qu'il y avait comme peuple? C'est ce qu'on appelle les morts dans la langue européenne. Ce qui est rigolo, c'est les sens qu'on donne aux morts, qu'on traduit en français et en arabe, et c'est faux. C'est archi faux. Et des fois même dans les dictionnaires, et heureusement Internet nous offre les dictionnaires historiques, et je veux dire même les dictionnaires de langue française, de la langue espagnole, de la langue anglaise, sont un peu perdus dans le sens qu'ils lui donnent, et des fois ils parlent d'un mélange d'arabe et de berbère, des fois ils parlent que des berbères tout seuls, des fois ça signifie aussi tout simplement les musulmans d'Espagne ou les musulmans d'Europe. Je veux dire, c'est un mélange de sens qui sont contenus. Or, les morts ne sont que les habitants de Mauritanie. Et la Mauritanie, c'est l'ancien nom de ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc, le nord-ouest. À l'époque, par exemple, romaine, depuis l'Égypte, on passe à la Cyrénaïque, à la Tripolitaine, à l'Afrique, qui est la Tunisie aujourd'hui, la Numidie supérieure et inférieure, ce qui correspond un peu à l'Algérie aujourd'hui, des marches sur le Maroc, et la Mauritanie. Donc c'est la terminologie de l'époque romaine, et ce sont des termes qui ont du sens dans cette langue. Amazigh, aujourd'hui, on ne dit plus berbère, parce que le mot berbère est un terme qui apparaît avec la période coloniale. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sens barbare, etc. Je ne pense pas. C'est un dérivé, certes. Comment dirais-je, plus correct, si j'ose dire, au lieu de dire barbare, on dit berbère.
berbères. D'ailleurs, dans la langue arabe, on confond les deux, puisque un seul terme désigne et les barbares et les berbères, ce qui choque quand même, et ce qui est pas très sympathique de la part des gens qui s'occupent de l'académie de la langue arabe. Donc, avant l'islam, on a ces royaumes qui étaient soit en compétition avec Rome, soit des protectorats de Rome. On a tous, par exemple, les guerres de César en Afrique, comme un exemple. On a les royaumes numides, on a Jugurtha, on a Massinissa, on a la fameuse Kahina, qui était contemporaine au début de l'islam. Alors, là aussi, je vais introduire juste une petite nuance sémantique. Dans toute la littérature de l'époque coloniale, on parle des Arabes. Et je dis, il n'y en a pas. C'est un empire qui s'appelle les Omeyyades, qui s'est établi à Damas sur les ruines de l'empire qu'ils avaient vaincu à l'époque, qu'on va appeler byzantin, qui ne s'appelait pas encore, mais qui occupait un petit peu cette zone aujourd'hui du Levant, entre le Liban, Israël, Palestine, Jordanie, Syrie, Irak, même une partie de l'Arabie. Donc après la période dite prophétique, les fameux califes, la grande discorde quand les califes du prophète commencent à se disputer à coups de poignard pour prendre le pouvoir, finalement une fraction de la tribu du prophète s'accapare le pouvoir suite à une lutte acharnée contre leurs frères et leurs cousins, et ils déplacent le centre du pouvoir à Damas, qui se trouve aujourd'hui en Syrie, pour nous lancer une dynastie qui s'appelle les Omeyyades, et où le pouvoir devient héréditaire. Pour certains chercheurs, c'est le début du sécularisme, parce que puisque ce pouvoir devient héréditaire, ce n'est plus une histoire de le meilleur parmi les musulmans qui doit être le chef. On rentre dans le temporel et moins dans le religieux. Absolument, c'est complètement cela, puisque la légitimité religieuse de cette famille n'est pas immense, puisqu'ils sont les derniers convertis à l'islam. C'est la tribu du prophète qui est la dernière. Et c'est eux qui occupent ce qu'on appelle les lieux saints aujourd'hui, surtout la Mecque. Mais ils étaient les derniers à croire à son message. Pourquoi? Je veux dire, c'est une autre cuisine. Mais en tout cas, nul n'est prophète chez lui. C'est comme ça que la citation est venue. Je crois que c'est avec ce moment-là. Et du coup, au lieu de parler de la conquête arabe, c'est, comment dirais-je, c'est un habit de langage, c'est un empire, un État en expansion, qui récupère les résidus des Byzantins, que ce soit à Damas, et puis qui déjà l'Égypte, avant cet empire omeyyade, l'Égypte était déjà conquise, et à partir de l'Égypte, c'est la base de départ. Alors, cet empire, avec sa constitution, il a conquis plusieurs populations. Et c'est les populations conquises qui constituent les armées qui avancent. Parce que même aujourd'hui, je veux dire, avec les moyens de bord d'aujourd'hui, conquérir, venir de Damas jusqu'au Maroc, je veux dire combien de temps il fait, même avec des avions modernes, avec des porte-avions, etc. Alors on peut imaginer à dos de chameau, à dos de cheval, à pied, etc. À l'époque, c'est pas aussi facile. Ils étaient motivés pour venir jusqu'au Maroc. Motivés, j'en sais rien, mais en tout cas un État en expansion donc, parce que cet État byzantin, par exemple, il arrivait jusqu'à l'actuelle Libye. L'Empire byzantin se rétrécit jusqu'à la période ottomane qui lui a porté son coup de boutoir, si on peut dire. Mais en tout cas, il est arrivé jusqu'en Libye, donc la motivation, j'en sais rien, mais surtout c'est un grand changement géopolitique. Ça commence par la maîtrise des routes commerciales, tout simplement, que ce soit au niveau de l'Inde vers l'ouest, que ce soit au niveau de l'Afrique du Nord vers l'Afrique subsaharienne. Par exemple, le premier chef des Omeyyades qui est arrivé en Libye, quand il est arrivé en Libye, il n'a pas continué sur la côte. Il a d'abord cherché à maîtriser le commerce transsaharien par la Libye, le faisant vers le Tchad d'aujourd'hui, le Tibesti. Donc c'est là qu'il a d'abord, comment dirais-je, conquis avant de continuer vers l'ouest. Donc la dimension économique, la dimension géopolitique de l'événement est très importante. Et bien sûr, il y a des gens qui se convertissaient, des gens qui gardaient leur religion et qui payaient la dîme, le cas des chrétiens ou des juifs, par exemple, qui étaient déjà présents, et même la chrétienté était installée parmi ces populations qu'on appelait les Africains, les Maures, les Numides, qu'on résume aujourd'hui dans le terme générique berbère ou amazir. Et du coup, cette expansion a pris beaucoup de temps, mais en tout cas, il a réussi
à faire une expansion jusqu'à l'Espagne. C'est pourquoi je parle de ces populations conquises qui deviennent le fer de lance de ces nouveaux empires qui s'appellent les Omeyyades, parce que dans notre cas ici au Maroc, on sait très bien, je veux dire toutes les chroniques sont d'accord, c'est un Amazigh ou un Berbère, Tariq ibn Ziyad, qui traverse le détroit, pourquoi Gibraltar de Jebel Tariq, qui traverse de l'autre côté avec une armée d'autochtones. Je veux dire, peut-être il avait un ou deux ou un petit pourcentage des populations déjà affiliées aux Omeyyades, mais c'est en tout cas la population de l'Afrique du Nord qui fait le boulot en Espagne et puis qui allait pratiquement, ils ont traversé les Pyrénées, ça arrive un peu sur la côte méditerranéenne, jusqu'à peu près ce qu'on appelle aujourd'hui Marseille-Toulon, et peut-être jusqu'à la fameuse Poitiers. Et alors, peut-être parce qu'on parle des Sarrasins, qu'on traduit dans la langue française les Arabes. C'est faux, c'est archi faux. Mais bon, on a besoin peut-être à un moment donné de créer un ennemi intime, et on a inventé les Arabes dans la langue française, parce que les Arabes sont arrivés à Poitiers. C'est archi faux. Et les Sarrasins, quand on les traduit, bon, même les spécialistes, j'en ai discuté avec un Français qui est hyper spécialiste, et quand j'ai mis la contradiction de son interprétation, il est resté bouche bée. Soi-disant, c'est un dérivé de mot charqiyin, c'est ce que les dictionnaires également disent, par rapport à charq, etc. Or, on a un indice très simple, c'est quand on dit de la farine de sarrasin, ça renvoie à un produit un petit peu, une farine noire. Donc ça renvoie à la couleur. Mais ça ne renvoie pas peut-être à cette déformation phonétique de charqiyin pour dire sarrasin, etc. Je crois que c'est d'ailleurs, on a dans le mot mort l'extension de noir également. Or, ces populations étaient brunes, noires de couleur. C'était normal et peut-être c'est de là que vient l'étymologie. Mais en tout cas, si quelqu'un était arrivé jusqu'à Poitiers, ça ne pouvait être que ce qu'on appelle aujourd'hui les Berbères, puisque c'est eux qui ont fait le sale boulot, ou la besogne, pour l'Empire omeyyade. J'insiste beaucoup parce que quand on parle des États, des empires, on parle d'un ensemble politique avec beaucoup de populations, avec beaucoup de choses. Même leur monnaie, des Omeyyades, ils ont gardé des terminologies chrétiennes des Byzantins. Je veux dire, ils n'ont pas beaucoup renouvelé la chose, puisque le succès de cet empire ne peut être compris que par la manière avec laquelle ils se sont réappropriés cet État qui existait. Quand on parle de cet empire omeyyade, c'est un empire qui a récupéré les résidus de l'empire byzantin avec sa bureaucratie, son armée, son mode d'organisation, son mode de taxation, etc., etc. Et donc, c'est là qu'on a eu cette dame qui s'appelle la Kahina, qui était une reine. Alors, certains l'appellent la Kahina, certains l'appellent Dihya. La Kahina, ça fait aussi un sens, même c'est le Kohen en hébreu, mais en arabe, la Kahen, ça renvoie plus à une sorte de magicienne, donc, ou sorcière, même pour une manière peut-être de déconsidérer. Peut-être par cette étymologie utilisée, il était de confession juive et donc il était une sorte de prêtresse, on n'en sait rien. Mais en tout cas, dans la langue arabe, il renvoie plus aujourd'hui vers la sorcière, peut-être une manière de la déconsidérer, puisqu'il a battu les premières troupes qui sont arrivées, puis après il a été battu et l'expansion a continué. Mais l'une des erreurs reproduites, c'est pas à ce moment-là que l'islamisation a eu lieu. On a eu des petits groupements qui se sont convertis. La progression de l'islam et la propagation de la foi musulmane en Afrique du Nord, en Espagne, en Afrique subsaharienne est un processus qui a eu lieu beaucoup plus tard par transmission, mais surtout pas par conquête militaire ou par guerre, loin de là. C'est un processus de conversion très 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 lent, des populations qui étaient de confession chrétienne, de populations qui étaient de confession juive, de populations probablement aussi qui étaient animistes, mais en tout cas c'est un processus qui n'a pas eu lieu rapidement avec les conquêtes, mais qu'on a eu beaucoup plus tard. Dernier point sur ce petit côté-là, ce qui est curieux, c'est la disparition complète de la confession chrétienne en Afrique du Nord et la survie de la confession juive. Et on a le feu Shmuel Levi qui a travaillé un petit peu sur ce sujet-là. Il a trouvé par exemple des textes dans la vallée de Dra, sur les marches sahariennes, comment les Berbères, les Mazuréens, de confession juive et de confession musulmane, se sont alliés contre leurs propres frères, mais qui étaient de confession chrétienne. Donc on sent là que deux monothéismes, judaïsme et islam, se coalisent contre les chrétiens. Allez savoir pour quelles raisons. Est-ce qu'ils sont économiques? Est-ce qu'ils sont d'ordre spirituel? Est-ce qu'ils sont d'ordre confessionnel? Est-ce que parce que les deux confessions juives et musulmanes n'acceptent
pas cette idée de la trilogie, là, le Dieu, le Fils et le Saint-Esprit, probable. Après les Omeyyades, il y a une nouvelle dynastie. On va voir qu'il y a beaucoup de dynasties, un petit peu comme en France, en fait, qui ont pris le pouvoir au fur et à mesure. On va voir les Idrissides. D'où viennent les Idrissides et quelles sont les bases de leur pouvoir? Et ils ne sont pas les seuls. Ce qui est sûr rapidement, c'est que les Omeyyades, avec leur politique fiscale, avec leur politique comment dirais-je, de dénigrement des autres populations, puisqu'ils étaient dans une perspective un petit peu de supériorité vis-à-vis des autres, on a eu le développement de ce qu'on appelle les idéologies marginales en islam. L'évolution, par exemple, le chiisme s'est développé d'abord en Afrique du Nord. Les premières dynasties chiites ont commencé entre le Maroc et la Tunisie, ce qu'on appelle les Fatimides, et qui ont été chassés pour s'installer en Égypte. C'est une dynastie berbère. C'est la première dynastie dans l'histoire qui est chiite et qui nous a laissé le chiisme libanais aujourd'hui syrien, c'est-à-dire tous les chiites, les druzes, les chiites libanais et ce qu'on appelle les alaouites ou les nusayrites de Syrie, c'est les résidus de cette période fatimide. Donc le développement de ces idéologies qui ont contesté les Omeyyades dans les périphéries, que ce soit en Afrique du Nord, en Perse ou ailleurs, ont fait qu'on a eu plein de révoltes contre les Omeyyades, contre le pouvoir Omeyyade, et on a eu des petits royaumes qui étaient soit chiites, soit ce qu'on appelle aujourd'hui ibadites, ou autrement, d'une manière générique, kharijites, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accepté la voie suivie là-bas en Orient. C'est des idéologies, si j'ose dire, mais ça ne veut pas dire que peut-être il y a eu des réfugiés qui se sont échappés des centres du pouvoir entre Damas, Bagdad, la Mecque, où le pouvoir contrôlait ces lieux, puisqu'il était à proximité, et donc ils allaient vers les périphéries, vers l'Iran, et au-delà vers l'Inde, ou vers l'Afrique du Nord et l'Espagne. Et donc, c'est ici que se sont développés plusieurs royaumes. Au Maroc, on nous présente les Idrissides comme le premier État. C'est pas vrai. On a plusieurs États, donc ils ne sont pas les seuls. Bien sûr, ils font partie intégrante de l'histoire. L'histoire d'Idriss, quand les Abbassides ont vaincu les Omeyyades à Damas, ils établissent un nouvel empire qui s'appelle les Abbassides à Bagdad. Mais une fois qu'ils prennent le pouvoir, la famille rentre en conflit. Parce que Idriss, il fait partie de cette branche familiale des Quraysh, de la tribu du prophète. Et donc, il s'échappe. Il arrive certainement, probablement, même certainement, chez sa famille maternelle, qui le marie avec l'une de leurs filles et qui le désigne comme un peu une sorte d'émir ou sultan. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne contrôlait pas l'ensemble du territoire qu'on appelle aujourd'hui le Maroc ou l'Algérie, parce que les marges, les frontières à l'époque, c'est pas comme on les connaît aujourd'hui. Mais en tout cas, il a établi un pouvoir à partir de la ville de Fès qui était sa capitale, mais à côté d'autres pouvoirs qui se sont tous révoltés contre les Omeyyades. Et bien sûr, une fois établis, les Abbassides, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas cherché à contrôler cette zone puisqu'elle est devenue de nouveau puissante. Et c'est ainsi qu'on a eu les Idrissides, les Bani Madrar au Sijl Massa de Tafilalt, les Bani Rustum dans le Tahert d'Algérie, et bien sûr les Fatimides qui ont tenté dans le Tafilalt à Sijl Massa sans succès et qui réussissent en Tunisie, qui mettent un terme au pouvoir des Abbassides. Et de là, ils rentrent en conflit avec les populations de Tunisie pour qu'il, c'est curieux dans l'histoire, un État qui se déplace avec son armée, sa bureaucratie, et qui a conquis l'Égypte et a construit la ville du Caire aujourd'hui. Bon, les Fatimides, c'est une dynastie par rapport à Fatima, la fille du prophète, c'est-à-dire c'est l'identité chiite, mais bien sûr, comme l'Empire omeyyade, je veux dire, il se constitue en empire avec les populations, un peu quelques-uns d'Afrique du Nord, et puis les populations d'Égypte. Ils arrivent à conquérir ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Revenons un petit peu aux Idrissides. Ils fondent la ville de Fès. Qu'est-ce qu'on a retenu comme autre grande réalisation de la part des Idrissides? La ville de Fès d'abord. Et puis, c'est à leur époque ou à leur période que la mosquée Qarawiyyin a été construite, qu'on présente comme la plus ancienne université dans le monde, ce qui est fort probable, sauf qu'il ne devient université qu'à l'époque almoravide. Mais en tout cas, à cette période-là, ce qui est clair, la construction, le noyau de la ville de Fès qu'on connaît aujourd'hui, le Fès el-Bali, l'ancienne ville, date de cette époque, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, on a fêté les 1000 ans, 1200 ans je crois, de la construction de la ville de Fès à l'époque d'Idriss II, le fils d'Idriss I. On voit ensuite qu'au Xe siècle, les Idrissides commencent à perdre du pouvoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Driss II meurt, sa mère était toujours en vie, Kenza, de là au Rabat. On a encore des fractions tribales aujourd'hui à côté d'Hormisset qui se revendiquent les oncles maternels de Driss II. Hein. Et puis le pouvoir était partagé entre ses enfants comme gouverneurs dans différentes régions qu'il gouvernait. Grosso modo, ça pouvait aller de les côtes, les versants nord de l'Atlas vers le nord. Et donc ils se disputent. Et c'est à ce moment-là que le Maroc devient un enjeu entre les Fatimides, qui étaient très puissants entre la Tunisie et l'Égypte, les Omeyyades d'Andalousie, et le Maroc, à ce moment-là, a connu une sorte de petite faiblesse avec ce petit royaume des Sijl Massa de Bani Medrar, qui contrôlait le commerce transsaharien, mais qui avait sa part, si j'ose dire, dans les échanges commerciaux. Jusqu'au moment où les Omeyyades d'Andalousie tombent, les Fatimides s'occupent des problèmes d'Orient, les Bani Medrar commencent à faiblir parce qu'il y a beaucoup de troubles et d'insécurité pour le commerce transsaharien qu'ils contrôlaient. En Espagne, on a eu ce qu'on appelle las taifas, c'est-à-dire une dizaine ou une douzaine de royaumes avec des roitelets, ce qu'on appelle des petits rois, des roitelets à la tête de chacun, jusqu'à ce moment où un grand mouvement politique religieux va naître au cœur du Sahara et qui va nous donner les Almoravides, qui commencent d'abord par la maîtrise du Sahel. Par exemple, quand ils commencent dans une zone qu'on appelle aujourd'hui l'Aoudagost, à cheval entre le Mali et le Sénégal, ils contrôlent d'abord la ville de Gao. La ville de Gao, comme la ville de Timbuktu par la suite, c'est un grand hub commercial, comme on peut utiliser le terme aujourd'hui, c'est-à-dire cette histoire de commerce qu'on faisait avec la savane. Et chaque zone faisait le commerce avec l'autre. Et donc, il commence d'abord par le contrôle de la ville de Gao. Il rentre en conflit avec un royaume qu'on appelle le royaume de Ghana, dont on a du mal aujourd'hui à comprendre les contours. Et donc, une fois il maîtrise la ville de Gao, Timbuktu n'existait pas encore, et ils sont montés vers le nord. Alors, le noyau de ce mouvement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Touaregs. Les Touaregs qui sont les ancêtres un petit peu des Almoravides, mais avec un chef religieux qui vient du côté de Sousse, pas loin de Tiznit, une sorte d'enseignant religieux qui était là. Donc ils montent carrément vers le nord et ils commencent à leur conquête. Alors ce groupement des Almoravides se base sur l'un des trois groupes de ce qu'on appelle aujourd'hui les Berbères, ce qu'on appelle les Sanhaja, ou bien les Znaga, c'est-à-dire un peu les Noireaux. Pas les rouges, noireaux, c'est le surnom qu'on donne d'ailleurs aux Peuls aujourd'hui, aux Touaregs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout à fait noirs, ils ne sont pas tout à fait blancs. C'est les habitants du désert qui sont un peu plus bronzés que les gens du nord et moins bronzés que les gens qui sont de l'autre côté du Sahara, dans la savane. Et donc, c'est toute l'alliance des tribus des Sanhaja qui sont dans le Sahara, mais aussi dans toutes les régions de l'Afrique du Nord. C'est pour ça que pour comprendre l'expansion rapide des empires à l'époque, c'est juste l'alliance des Sanhaja qui se trouve, ce qu'on dit, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, et on a de partout le Mali, le Niger. Voilà, c'est l'empire des Almoravides qu'on appelle l'empire des Znaga, ou des Sanhaja, et qui va s'imposer un peu partout, qui va conquérir les différents lieux. Il va même vaincre certains royaumes. D'autres au Maroc, comme les Bourguata qui occupaient, j'ai oublié de les mentionner tout à l'heure, dans la zone qu'on appelait Tamsna, c'est-à-dire toute cette zone de plaine, depuis la ville d'Asfi jusqu'à Tanger pratiquement. Toute la zone des plaines s'appelait le Tamsna, d'ailleurs on a toujours le nom aujourd'hui. C'est un autre royaume qu'on appelait Bourguata et qui faisait partie également de ces premiers chéismes que l'islam avait connus. Donc ils arrivent à conquérir, si j'ose dire, l'Andalousie, mais un royaume continue à leur résister à l'intérieur de ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc. Et c'est là que l'Empire almoravide est une expérience un peu particulière parce que c'est le premier empire un petit peu qui va avoir une frontière un petit peu depuis le fleuve Niger, le fleuve Sénégal, jusqu'en Espagne et Portugal, ce qu'on appelait l'Andalousie, puis à peu près la moitié de l'Algérie aujourd'hui. Mais je rappelle que c'est une alliance des tribus des Sanhaja ou des Znaga qui s'est trouvée disséminée partout et qui vont nous construire la ville de Marrakech, leur capitale. Les figures très connues de ce mouvement, c'est le chef religieux qui s'appelait Abdallah ibn Yassine, d'ailleurs, qui est mort dans ces guerres contre les Bourguata et les enterré pas très loin de Rabat. C'est le fondateur de l'islam malikite. Jusqu'à cette date, on était chiites, ibadites, de toutes les tendances,
Et c'est les Almoravides qui vont installer une fois pour toutes ce malikisme, ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam malikite, et qui structure un petit peu tout l'Occident musulman, hein, depuis pratiquement le Nigeria jusqu'en Andalousie à l'époque, l'Afrique du Nord, avec quelques groupements d'ibadisme qui subsistent encore aujourd'hui en Algérie, en Tunisie, en Libye, mais pas du tout au Maroc. On a également la figure du grand empereur Youssouf ben Tachfin qui a traversé le détroit 2 fois, la première pour aider las taïfas contre le royaume d'Aragon, et une deuxième fois pour faire le ménage, comme on dit, c'est-à-dire quand les roitelets se chamaillent de nouveau entre eux, ils les exilent tous, ils les ramènent à la ville de Armat, qui se trouve aujourd'hui à côté de Marrakech, l'ancienne capitale des Almoravides, avant que, puisqu'il a épousé une dame de Armat qui s'appelle Zeynep Nefzaouia, qui lui suggère de quitter Armat et de construire la nouvelle ville de Marrakech. On appelle la ville de Zeynep, au fait, cette ville de Marrakech, puisque cette dame a un parcours très particulier et extraordinaire et qui a beaucoup impacté cet empire. Malheureusement, on ne lui donne pas beaucoup de place, mais sans cette femme, on ne peut pas comprendre aussi l'expansion politique et la gestion même de cet empire à l'époque de Youssouf ben Tachfin. Donc vous l'avez dit, c'est la première fois depuis que le Maghreb est musulman qu'on a un aussi grand empire qui règne donc sur une partie du Maghreb, vous l'avez dit, l'Espagne, et qui s'établit donc, vous l'avez dit aussi, à Marrakech. Donc cet empire va durer jusqu'au début du XIIe siècle, mais qu'est-ce qui a provoqué sa chute? Qu'est-ce qui a fait que cet empire qui était si étendu et qui avait l'air quand même d'être très puissant, qu'est-ce qui a provoqué la chute de cet empire? Il y a plusieurs raisons. Un empire, c'est une bureaucratie. Mais la bureaucratie à l'époque, elle se limitait à la collecte des taxes. Pas tout l'arsenal administratif et bureaucratique qu'on a aujourd'hui dans les États modernes avec plein de services. Mais quoique, on a un document extraordinaire. Parce que la dynastie qui va venir après les Almohades, mais je vais quand même rappeler, on a un document sur la gestion de la ville de Séville à l'époque almoravide. On l'a. Extraordinaire, elle a été annotée en 1932 par l'évêque provençal, mais bon, très légèrement, mais en tout cas, il a traduit le texte avec quelques imperfections, mais en tout cas, avoir un document de la fin du XIe siècle, début du XIIe siècle, qui nous parle d'une ville qui s'appelle Séville. Par exemple, la ville de Séville avait un conseil élu de 10 personnes, à l'époque almoravide, 6 Andalous et 4 Almoravides. Ça respecte même, paraît-il, la proportion de la population. Alors, qu'est-ce qu'on appelle Almoravide à l'époque? J'en sais rien. Est-ce que c'est des Sanhaja, les gens qui portent le voile? Mais que la ville de Séville soit gouvernée par un conseil de 10 personnes élues par leur père, si j'ose dire, etc., c'est fort intéressant pour l'histoire de la gestion des affaires publiques dans l'histoire de ces empires-là. Ce qui s'est passé, c'est que à leur période, nous avons quelqu'un qui va émerger, qui vient du sud également, du Souss, de l'anti-Atlas, qui s'appelle le Mahdi Ben Toumert. En tout cas, il fait des études, et puis il voyage en Orient, et puis il devient un peu mi-mystique, mi-savant. Et à son retour, il ramène quelqu'un avec lui de Tunisie qui s'appelle El Beydaq et qui va devenir son chroniqueur. Nous avons son ouvrage, donc il va nous raconter un petit peu les récits de voyage à partir de Tunis. Ils arrivent à côté de Bougie ou Bjaya aujourd'hui en Algérie, et puis il flash sur un jeune garçon que son oncle a mené à Bjaya pour faire ses études. Ce bonhomme-là, c'est Abdelmoumen Ben Ali, qui appartient à une tribu des Goumia qui se trouve aujourd'hui en Algérie, et donc il va le ramener avec lui. Ils arrivent tous les trois à Marrakech, et c'est là que Abdelmoumen va commencer à faire une sorte de propagande contre les Almoravides en les accusant de dépravation. Vous savez, un empire, au début, il est toujours puritain, mais dès qu'il s'installe, ou un État, dès qu'il s'installe, je veux dire, c'est la richesse, l'opulence, c'est la gestion des affaires courantes, c'est peut-être l'apparition de nouveaux problèmes, et surtout que si c'est un Haja du Sahara ou du désert, apparemment, il ne donne pas assez de place
aux autres tribus de la montagne qui appartiennent à un autre groupement qu'on va appeler les Masmouda ou qui s'appelle les Masmouda. Et donc, du coup, on va avoir la deuxième dynastie des Almohades qui sont les Masmouda et qui vont trouver rapidement alliance. Ce bonhomme qui va commencer sa propagande au niveau de Marrakech va trouver rapidement alliance avec les tribus des Masmouda. Ça correspond aujourd'hui au Haut Atlas de Marrakech et l'anti-Atlas du Souss. Alors pareil pour les Sanhaja, les Masmouda sont disséminés partout, jusqu'en Libye, pareil. Donc la Souss prend. Il se réfugie à Tinmel, pas loin de Marrakech. Il se constitue un petit pouvoir local. Et puis, par la force des armes, il arrive à conquérir la ville de Marrakech qui n'était pas fortifiée. D'ailleurs, la ville de Marrakech ne se fortifie qu'avec les Almohades. Et du coup, par l'étymologie de Marrakech, on comprend, parce que quand Youssef et Zeynep la construisent, Marrakech en tamazight, ça veut dire la terre de Dieu. C'est-à-dire, elle est ouverte à tous. Elle appartient à tous. Donc, ils ne l'ont pas fortifiée. Sauf que quand les Almohades se rendent compte de cette faiblesse, ils vont la conquérir rapidement et dès qu'ils s'installent à Marrakech, qu'ils vont faire leur capitale, ils vont commencer d'abord par la fortifier et on a encore les remparts qui sont debout de la ville de Marrakech. Et donc à partir de là, c'est une alliance de nouveau, une histoire de conquête, mais beaucoup d'alliances avec les différentes tribus Masmouda qui sont disséminées un peu partout et du coup les Almohades vont reprendre un petit peu tout le territoire de l'Empire almoravide et avec un système d'alliance également, ils vont en faire l'extension jusqu'en Tunisie pratiquement parce que c'est là-bas que, comment dirais-je, une branche des Almohades et de ces tribus Masmouda vont être les gouverneurs de Tunisie qui vont nous donner les Hafsides et qui ont fini pour être un État indépendant par la suite et qui vont gouverner la Tunisie jusqu'à la période des Ottomans. Quand les Ottomans arrivent en Tunisie, ils trouvent encore les Hafsides qui sont au pouvoir et c'était à l'origine des gouverneurs, des Almohades qui sont des Masmouda également et du coup, l'extension de cet empire a connu une très grande force et c'est un empire également qui nous a laissé beaucoup de choses. Alors c'est à leur période qu'on a beaucoup de noms qui sont connus aujourd'hui, comme les deux philosophes Averroès et Maïmonide, ils datent de l'époque almohade. Ibn Tufayl, qui nous a écrit Ibn Yaqdan, un peu l'ancêtre de Robinson Crusoe, c'est le sultan Yaqub al-Mansour l'almohade qui suggère à Averroès de traduire Aristote. On a beaucoup de savants qui sont nés ou qui ont grandi en Andalousie et qui sont devenus très célèbres. Il faut les associer à cette période des Almohades. Pareil, au début, c'est du puritanisme. Une fois l'État s'installe, ça y est, ça devient un État normal. Et puis, comment dirais-je, l'expansion un petit peu de la pensée, de la philosophie, du mysticisme. Le fameux Ibn Arabi qu'on prend aujourd'hui comme le grand pôle du sophisme, il date de cette période almohade également. Je veux dire, il va bouger beaucoup entre l'Andalousie, le Maroc, et après, il va partir en Orient. C'est le même moment où on a ce qu'on appelle dans le judaïsme la naissance du kabbalisme. Ça commence également à cette période des Almohades. Donc vous l'avez dit, il y a un grand développement intellectuel sous les Almohades, bien plus que sous les Almoravides ou les Idrissides. Il y a aussi sous les Almohades une grande pérennité. On a 13 sultans qui se succèdent, donc il y a un peu plus de stabilité politique aussi. Pareil, je veux dire, la stabilité politique, on va voir, c'est que, en fait, la théorie générale, c'est quand les gamins deviennent des sultans, c'est fini. C'est le cas des Fatimides, c'est des gamins, c'est-à-dire les intrigues de cour entre les mamans des enfants. En général, les sultans, ils avaient plusieurs femmes et des concubines et tout le tralala. Et donc, c'est les intrigues du sérail qui font qu'à un moment donné, les gamins deviennent des sultans. Bah, ça y est, le pouvoir est diffus, c'est ce qui arrive. Comme chez les Mérovingiens et tout ça. Hein, bah, rien de nouveau sur le soleil. Je veux dire, c'est humain, c'est universel. Alors, on cherche plus l'intérêt commun, la perpétuation de l'empire, etc. On cherche à ce que son rejetant soit au pouvoir suprême pour qu'on puisse s'en jouir et en profiter. Je veux dire, c'est un petit peu humain et universel. Mais moi, ce que je retiens aussi sur cette période d'Almohade qui est très 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 forte et d'ailleurs qui va continuer avec les Mérinides par la suite. Les Almohades nous ont laissé un type d'architecture extraordinaire, c'est l'architecture asymétrique. L'architecture asymétrique, alors nous avons les lieux de culte, les mosquées que les orientalistes ont appelés l'art musulman et tout le tralala, c'est du blabla qui n'a pas de sens, puisque chaque dynastie a son cachet sur les édifices. Et puis l'architecture est liée à la géographie. Les Indonésiens sont aujourd'hui des musulmans, mais ça ne veut pas dire qu'ils construisent comme les musulmans du Maroc ou les musulmans du Sénégal. C'est une question de matériaux, de climat, de température, etc. Je veux dire, quand les gens parlent de l'art musulman, ils racontent n'importe quoi, ils ne savent pas de quoi ils parlent tout simplement,
puisque par exemple, on a les 3 tours sœurs, pour ne pas dire jumelles, hein, celle de Sivi, la Khiralda, celle de Rabat, la Hassan, et celle de la Koutoubia de Marrakech. Je recommande beaucoup aux gens qui visitent ces 3 lieux de regarder bien, les 4 faces ne se ressemblent pas, c'est le cachet des Almohades, c'est l'architecture asymétrique. Alors aujourd'hui, on fait tout symétrique, on essaie d'avoir de l'harmonie, en croyant qu'en faisant de l'harmonie, on est dans le top de l'art, peut-être, mais en tout cas, cette période almohade, il y a quelque chose d'intriguant. Des gens qui ont choisi de faire dans l'asymétrique, c'est-à-dire d'inventer 4 décors différents pour 4 façades qui se complètent, il fallait se creuser les méninges. Alors, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris quel message il y a derrière, mais certainement pour moi, il y a une philosophie. Il y a une pensée, il y a une culture, il y a peut-être une politique, mais en tout cas, faire le choix de faire de ce qui est asymétrique, qui ne se ressemble pas, peut-être c'est une reconnaissance de la diversité avant l'heure, on n'en sait rien. Même si, j'insiste, hein, au début, l'État almohade et les puritains, ils forcent les juifs à se convertir, ils forcent les chrétiens à se convertir en Espagne, mais dès le premier roi, dès que le second arrive, ça y est, ça s'est calmé, les choses reprennent leur cours, on a des pavés, des correspondances almohades, je veux dire, c'est de la matière primaire extraordinaire sur la gestion du pouvoir, les gouverneurs, les chefs militaires qui envoyaient du courrier au sultan, etc. Je veux dire, nous avons 2 pavés qui sont publiés aujourd'hui au Maroc, et je veux dire, quand on lit ces lettres, je sais pas moi, il y a beaucoup d'ivresse à côté de la rivière de, je sais pas moi, Sivi, qu'est-ce qu'on fait? Il y a les femmes musulmanes qui rentrent dans les églises, mais ces moines qui sont célibataires constituent un danger pour ces femmes qui fréquentent ces lieux pour vénérer Marie. Ça nous donne des indicateurs sur le fonctionnement de la société, que les choses reprenaient leur cours et que l'Empire gérait ce qu'il pouvait, mais en tout cas c'est devenu un empire normal, contrairement à certains spécialistes qui voient un petit peu une sorte d'empire ténébreux, comment dirais-je, répressif du début jusqu'à la fin. Je répète, peut-être au début oui, mais une fois installés au pouvoir, les choses se sont passées autrement. Et avec eux, c'est vers la fin qu'ils ont commencé à perdre des petits bouts en Andalousie, parce qu'ils ont eu au début une victoire, comme les Almoravides sur le royaume d'Aragon, mais vers la fin de la dynastie, qui a sonné le glas un petit peu, Las Navas de Tolosa. La bataille de Las Navas de Tolosa, c'est la première bataille perdue par les Almohades. La bataille qui a sonné le glas de la présence des Almohades, en tout cas comme dynastie, c'est cette bataille perdue en Espagne, Las Navas de Tolosa, où le royaume d'Aragon a commencé à grignoter de nouveau sur les positions de l'empire almohade en Espagne, et là, ça va à peu près sonner le glas. Donc après eux, on va avoir l'empire mérinide, une autre paire de manches. Et donc c'est maintenant les Mérinides qui entrent en scène, la 4e grande dynastie, au milieu du XIIIe siècle. Là, encore une fois, qui sont les Mérinides? Comment eux, les Mérinides, arrivent à prendre le pouvoir? C'est tout le mystère. Qu'est-ce que ça veut dire, les Mérinides, jusqu'à aujourd'hui? Je ne sais pas si quelqu'un s'est penché en tout cas. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils appartiennent au 3e grand groupe de ce qu'on appelle les Berbères, c'est-à-dire les Znata. Parce que pour, grosso modo, toute l'histoire de Berbères, les tribus, le machin, non, selon l'historien de l'époque mérinide, qui est Ibn Khaldoun, qui était secrétaire dans la cour des sultans mérinides, il y a 3 groupes. Les Sanhaja qui habitent le désert, les Masmoud qui sont nomades, les Masmouda qui habitent les montagnes et qui sont sédentaires, et les Znata qui habitent un peu la côte et les steppes, mais qui sont semi-nomades. Donc, on a eu les Sanhaja avec les Almoravides, on a eu les Masmouda avec les Almohades, et là, on va avoir les Znata avec les Mérinides. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de tribu qui s'appelle Mérinide. D'ailleurs, les Almoravides, ça renvoie au marabout. C'est d'ailleurs l'origine du terme marabout dans la langue française et même en anglais. C'est une déformation phonétique d'almoravide. Marabout, morabit. Morabit, marabout. Eh oui, je veux dire, ça date de cette époque parce que c'était comme une sorte, on les présentait comme des moines guerriers, les almoravides. C'est des marabouts et guerriers en même temps. Alors, marabout aujourd'hui, on a plusieurs sens. Un homme de religion sénégalais peut se présenter à vous comme je suis marabout, bonjour, je suis marabout. Comme un marabout, dans la pensée, un petit peu dans l'imaginaire de la langue française, c'est quelqu'un qui jette des sorts aussi, ou quelqu'un qui approche l'aimé. D'ailleurs, on en voit un peu à Paris, à Barbès, les gens qui vous demandent si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez de la richesse, si vous voulez que votre amoureux soit amoureux de vous à vie, etc. Il vous fait un écrit, vous lui donnez de l'argent, etc. Mais en tout cas, c'est associé à cet empire des Almoravides, comme dit
en amazigh Mrabat, Amrabat. D'ailleurs, on a beaucoup de noms de famille, le Morabit, Amrabat, etc. On a des noms de famille Mrini, Amrin, etc. Je veux dire, ça renvoie à des fonctions. Et des sens, et tout ça ne peut avoir de sens que dans la langue amazigh. C'est pour ça que les historiens orientalistes de l'époque coloniale qui se sont penchés sur les manuscrits en arabe, qu'ils appellent à tort des manuscrits arabes. Je répète cette phrase, elle est géniale, elle est très importante, la nuance est toute petite, mais l'impact est de taille. Entre appeler un manuscrit écrit en arabe, de l'appeler manuscrit arabe, ça veut dire que ce sont les Arabes qui l'ont écrit, c'est faux. On ne naît pas écrivain. Et il faut passer par l'école, il faut apprendre, c'est un métier. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui dans l'histoire de l'islam, c'est le nom arabe qui ont surtout produit. C'est les Persans, c'est les Berbères, c'est les Andalous, c'est les Cosaques, c'est les Peuls, c'est les Wolofs, c'est les Hausa. Je veux dire, tout le savoir accumulé qu'on a aujourd'hui qui constitue ce patrimoine manuscrit de l'islam et des musulmans, c'est des noms arabes. Sauf que l'orientalisme fait de cela un héritage arabe et du coup, on nous a présenté comme l'arabe civilisé par l'islam et les autres, comme ce qu'on les appelle les berbères, n'écrivent pas dans leur langue, donc c'est des sauvages qui habitent des grottes. Une fois que les Mérinides ont pris le pouvoir, en fait, ils vont le conserver finalement un peu plus longtemps que les dynasties précédentes, mais d'après ce que j'ai pu lire, de façon un peu plus compliquée. C'est que on va quand même de crise en crise et c'est pas aussi centralisé. Il n'y a pas autant un contrôle du pouvoir comme on a pu avoir avec les différentes dynasties avant. La supposition, c'est que les Mérinides, comme le nom ne renvoie pas à une tribu, peut-être pour moi ça renvoie à une fonction. Et c'est la langue espagnole qui m'a aidé, a priori, à comprendre un petit peu le sens. Peut-être ils étaient les bureaucrates des différents empires. Parce que comme je dis, les Mérinides sont des znata. Quand on veut prendre l'histoire de l'Andalousie, de la période musulmane, c'est une histoire de znata. Parce que les znata habitent la côte méditerranéenne. Donc ils étaient les plus proches de l'Espagne. Et donc c'est eux qui faisaient la navette avant l'islam et après, pendant la période islamique. Donc c'est pour moi les Mérinides comme une sorte de coup d'État à l'intérieur de l'Empire. Donc les gamins des Almohades deviennent sultans, les choses partent en débandade et c'est là que les Mérinides émergent et prennent le pouvoir. C'est aussi la période de l'opulence. Quand vous voyez une mosquée avec des faïences ou des zilliges à l'extérieur, et les Mérinides, c'est la première fois qu'on commence à montrer sa richesse à l'extérieur. Normalement, on est dans une culture sobre au Maghreb. Je veux dire, quand on se balade dans les Médinas, on voit les façades des maisons un peu pareilles. Je veux dire, chez les musulmans, chez les juifs, on ne distingue pas le riche du pauvre. C'est une fois à l'intérieur de la maison qu'on distingue la richesse de la personne ou sa pauvreté. Mais au niveau de la façade, non. C'est sobre. D'ailleurs, la tour de mosquée des Almohades, elle est sobre. Asymétrique, beaucoup de décoration, mais il n'y a pas de couleur. Il y a une couleur unique, etc. Avec les Mérinides, non. C'est le zlige, c'est l'opulence carrément. Et aussi, c'est un moment d'une grande opulence intellectuelle également. C'est le moment de l'émergence de Ibn Khaldoun, le grand historien. Alors, les orientalistes de l'époque coloniale nous ont présenté Ibn Khaldoun comme un cas particulier, un cas exceptionnel dans un désert, si j'ose dire. Ce n'est pas vrai, parce que tout simplement, pour les spécialistes qui ont travaillé cette période-là, notamment une dame du Canada, Maya Schatz-Miller, a remarqué ou a mis le point sur l'ISI en disant Ibn Khaldoun émerge à l'intérieur de 60 autres écrivains qui nous ont laissé des chroniques historiques très importantes. Et Ibn Khaldoun émerge de tout ce lot parce qu'il était le premier à donner un sens théorique à la notion d'histoire. Et d'ailleurs, je l'ai relu pour préparer ce podcast avec vous, pour voir un petit peu cette histoire de périodisation qu'il n'évoque pas du tout. Par contre, il insiste beaucoup sur la notion de leçon d'histoire. Et c'est lui qui nous a donné cette notion de leçon, c'est même le titre de son ouvrage, c'est le livre des leçons d'histoire, l'Ibar. Et donc il nous parle par exemple, l'histoire du royaume, l'histoire des prophètes, il les évoque un à un, Moïse, etc. Et puis il évoque les histoires des royaumes un à un dans le temps, avec la périodisation, etc. Mais il ne donne pas de nom à chaque période, comme on fait aujourd'hui, puisque cette périodisation commence en Europe, dans le cas français, paraît-il, c'est avec Voltaire, et puis avec Michelet, avec Ernest Renan,
maintenant, c'est là qu'on met en place un petit peu cette manière de périodiser. Mais à l'époque de Ibn Khaldoun, ou même en Europe, partout, je veux dire, on faisait un petit peu dans la chronologie, mais on ne donnait pas de nom à des périodes. Peut-être c'est la Renaissance qui va bouleverser l'histoire européenne pour qu'on puisse faire attention à un moment donné. Il y a un avant et un après. Sinon, quand on prend les dynasties qui se succèdent au niveau du pouvoir de N à Z, donc je veux dire, il y a là une logique. Donc nous avons ce grand Ibn Khaldoun qui émerge à cette époque mérinide. Il était secrétaire chez l'un des sultans mérinides d'Afès, et puis il se retire carrément de la vie politique et de la vie publique, et c'est là qu'il va se concentrer dans une citadelle sur la frontière entre l'Algérie et le Maroc pour écrire son ouvrage, et de là il trace vers l'est, il va en Égypte, et c'est là-bas qu'il va finir sa vie. Donc les mérinides commencent à faillir, et on a de nouveau le retour des Las Taifas en Espagne. Et c'est là que le royaume d'Aragon, les deux royaumes catholiques, commencent à grignoter petit à petit. Et c'était à l'époque mérinide. Bon, ils font faillite. Les gamins, de nouveau, pareil, deviennent des sultans. Et on a leurs cousins qu'on appelle les Wattassides, mais qui prennent le pouvoir, mais un peu c'est la continuité des mérinides. Donc c'est là que la reconquête a eu lieu, non seulement en Espagne, mais aussi l'occupation des ports d'Afrique du Nord. Il y a aussi un truc que j'ai vu, que je n'avais jamais entendu parler, notamment donc au XIVe siècle. La peste noire venue d'Orient atteint d'abord le Maroc en 1345, et puis après s'est répandue en Europe. Et donc la peste noire correspond un petit peu à cette période de décadence aussi. Oh, alors là vous ouvrez le chapitre des histoires des épidémies qui ont structuré l'histoire de l'humanité. Vous savez, la question démographique, on n'y fait pas beaucoup attention quand on parle du passé. Je veux dire, même au 19e siècle, sur le nombre de populations, par exemple en France, en Allemagne, en Angleterre. En Angleterre, je ne sais plus, jusqu'au début du 19e, ils étaient à peine 7 millions. Je veux dire, pas grand-chose. En Allemagne, à peine 12. En France, une dizaine, paraît-il. Et donc, c'est la question de la démographie liée à, pour nous, en tout cas au Maghreb, à deux phénomènes très fondamentaux. Les sécheresses et les famines qui s'ensuivent, et les épidémies. D'ailleurs, les spécialistes ont trouvé que les meilleurs agents de transmission de l'épidémie sont deux, les pèlerins et les militaires, parce que c'est eux qui bougent dans l'espace. Et donc, du coup, là où ils passent, ils amènent avec eux l'épidémie. Et c'est comme ça qu'ils se diffusent rapidement, et peut-être aussi les commerçants, mais en tout cas, c'est surtout les pèlerins, parce que ça vient d'Orient, c'est les pèlerins qui l'ont amené. Parce que bon, il n'y a pas beaucoup de circulation. L'histoire d'Afrique du Nord est structurée entre le Sahara et la Méditerranée, et le rapport avec l'Orient dehors du pèlerinage, il n'était pas énorme par rapport, surtout le pèlerinage alors, quand on dit pèlerinage, c'est celui des musulmans et des juifs aussi, qui allaient beaucoup à Jérusalem. Jérusalem faisait partie des pèlerinages des musulmans jusqu'au début du XXe siècle, et les populations juives également partaient en pèlerinage. Et les deux, dans cette fonction de pèlerinage, c'était pas n'importe qui y allait, c'était juste les savants, les rabbins, etc., liés aussi à une question de science, c'est-à-dire aller chercher la documentation, amener de la documentation, les manuscrits d'ici, changer les manuscrits d'ici avec amener d'autres manuscrits, d'autres savants d'ailleurs, et c'est des espaces de commerce, de la connaissance surtout, et de quelques produits rares qui viennent d'Asie, d'Inde, de Perse, d'Indonésie, etc. Mais le grand courant commercial était quand même assez nord-sud, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne, la Méditerranée vers l'Europe. D'ailleurs, ça se comprend très facilement. Dès que les Européens commencent à arriver sur la côte atlantique pour faire le commerce eux-mêmes, on assiste au déclin du Maghreb, de toute l'Afrique du Nord, depuis l'Égypte jusqu'au Maroc, et c'est ainsi que l'histoire a commencé un petit peu son changement avec les découvertes des Amériques, avec la navigation, la caravelle, l'arrivée des Espagnols et des Portugais directement en Asie, la conquête de Constantinople par les Ottomans et comment cela a impacté les échanges commerciaux entre l'Europe occidentale et l'Asie pour qu'on pense un jour trouver la route de l'Orient par l'Occident, ce qui a poussé probablement notre Christophe Colomb à chercher cette route au bout de, après quoi, même pas 40 ans, 1453-1492, entre la prise de Constantinople par les Ottomans
et le départ de Christophe Colomb il y a 40 ans, eh ben, c'est les 40 ans nécessaires, à mon avis, pour réfléchir à quelle solution trouver, pour la simple raison qu'avec les nouveaux arrivés, les Ottomans, eh ben, il y a une taxation énorme sur les produits, surtout le poivre, hein, et on n'avait pas des masses à l'époque, et du coup, on peut faire une autre vision de l'histoire de la Méditerranée, comme vous l'avez fait dans l'un de podcasts avec l'un de vos invités, qui a un petit peu donné la géopolitique au XVIIe, XVIIIe siècle de la Méditerranée entre les différentes puissances. Oui, dans le podcast Passion moderniste, effectivement. Et si on revient du coup à ce que vous disiez donc, sur l'arrivée des Espagnols et des Portugais au Maroc, on a Ceuta qui est prise en 1415. Et donc là, les Mérinides, comment ils ont réagi à cette arrivée des Portugais? Ils n'ont pas réagi, ils n'avaient plus le pouvoir de réagir, le pouvoir était pratiquement mourant, l'armée n'avait plus de commandement. Et justement, c'est avec la Reconquista dans l'imaginaire espagnol ne s'arrêtait pas à l'Espagne et le Portugal. Il continuait en Afrique puisque l'Afrique était en Espagne et donc l'Espagne devrait être en Afrique. Et donc ils ont occupé les Portugais et les Espagnols depuis Tanger jusqu'à Tripoli. Je peux les citer: Tanger, Ceuta, Melilla, Oran, Alger, Bougie, Tunis et Tripoli. Donc vous voyez, hein, d'ailleurs quand les pirates chassent les Espagnols d'Alger, c'est là que les Ottomans s'installent. C'est-à-dire les pirates demandent aux Ottomans de les reconnaître comme leurs suzerains, parce qu'en regardant de ce côté-là vers l'ouest, il y avait encore les Ouattacides, les pauvres, ils ont du mal même à gérer leurs propres qui ont succédé aux Mérinides. Aux Mérinides, ils avaient du mal même à gérer leur propre pouvoir, alors défendre Alger ou Oran, etc., ils n'en étaient pas capables, puisque même Ceuta, Melilla, Tanger, puis sur la côte atlantique, Kassila, Larache, Azmour, Jdida, Asfi, même jusqu'à Agadir. Et donc, c'est du coup, d'ailleurs, c'est là qu'une nouvelle image dans notre histoire apparaît, parce que c'est quand les Saadiens arrivent et qu'ils ont réussi à battre les Espagnols, les Portugais, à les chasser d'Agadir, qu'une nouvelle légitimité s'installe. Là, on vient de retracer presque pas 1000 ans, mais plus de 800 ans d'histoire avec vous. Et je voulais vous demander, Mustapha El-Kadiri, où en est l'historiographie de cette période aujourd'hui chez les historiens marocains, même ou occidentaux? Est-ce que c'est une période qui est encore étudiée? Est-ce que c'est à la mode d'étudier cette période-là? Oui, bon, il est étudié, il est dans les manuels déjà, même d'une manière un peu tordue. Au niveau de la recherche universitaire à l'université, on a encore des spécialistes de l'époque almoravide, almohade, parce qu'il y a beaucoup de manuscrits, il y a beaucoup de textes. De temps en temps, on a des nouveautés. On a eu des manuscrits, par exemple, dont on ne connaissait pas le nom des auteurs. Et puis, des gens qui font des thèses là-dessus et qui arrivent, par exemple, à trouver les auteurs. Et il y a encore des travaux à faire énormément, parce que pendant très longtemps, on était resté dans la logique entre la logique coloniale et la logique nationaliste. Or, les deux logiques sont fausses. La logique coloniale, elle avait un objectif de légitimer l'occupation. Parce que, par exemple, à l'époque, on nous a parlé que l'Afrique du Nord ne peut pas être comprise que par l'histoire des conquérants. C'est M. Ernest Renan qui l'avait dit. C'était un grand historien français et de France, et qui est une autorité, qui reste encore une autorité dans les études historiques. Il l'a écrit sur l'Algérie, en 1870. Il a dit « On ne peut pas comprendre l'histoire de ces populations autochtones d'ici que par les occupants. » Et donc, il dit les Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Arabes, les machins, c'est-à-dire les autochtones, ces autochtones qu'il va appeler les Berbères lui-même, il ne serait pas content que sous domination étrangère. Et tout cela pour légitimer l'arrivée des nouveaux occupants, c'est-à-dire les Français, les Italiens, les Espagnols, puisque cette terre est habitée par des populations qui n'ont jamais constitué de pouvoir. Et quand plus tard d'autres historiens et orientalistes ont abordé par exemple les Almoravides, les Almohades et Mérinides, ils les mettent sur le côté islam. Ils leur enlèvent leurs racines territoriales en les mettant, d'ailleurs, même j'ai eu des étudiants du foie, la manière avec laquelle on leur enseignait cela au collège, comme si les Almoravides ou les Almohades venaient d'Arabie, ce qui est très grave dans l'imaginaire. Mais bon, le deuxième volet de cette histoire dite nationaliste qui a essayé de coller à cette histoire avec une idéologie arabo-islamique, qui est une idéologie qui n'est pas une constante de l'histoire. Associer ces deux termes n'est arrivé que pendant la période coloniale. Avant la colonisation chez Ibn Khaldoun, on ne trouve jamais ces deux termes associés, arabe et islam. Jamais. Jamais, c'est un vocabulaire qui n'existait pas jusqu'à la conquête coloniale, et on invente, et c'est comme ça qu'on a créé des dichotomies, on a inventé des histoires. Alors quand l'orientalisme dit quelque chose, le nationalisme a essayé de montrer que nous, on est ancré dans l'arabité et dans l'islamité. Or, l'islamité est une confession, mais on en a fait une idéologie, du coup, on est en train de casquer aujourd'hui avec cette formulation de la religion comme une idéologie, avec tout ce qu'on appelle les mouvements fondamentalistes, mais
c'est la deuxième pièce d'un premier mouvement qu'on appelle l'arabisme. L'arabisme paru au Moyen-Orient était une nouvelle religion, si j'ose dire, pour réunir des populations de différentes confessions. Et c'était contre le projet contre les Ottomans. Et comme au Moyen-Orient, Liban, Palestine, Irak, Syrie, Jordanie, même jusqu'à l'Égypte, il y a un conglomérat de populations de confession musulmane, sunnites, chiites, voilà, les druzes, les melkites, les orthodoxes, les juifs, les protestants, tout ce patchwork religieux, on a inventé la notion d'arabe et d'arabisme à un moment donné pour réunir tout ce beau monde qui a des confessions très différentes contre les Ottomans et construire une identité. Et au fond, il y a du sécularisme dedans parce que vu le patchwork des communautés religieuses qui composent cette région. Et seulement quand cette idéologie arrive chez nous au Maghreb, il est associé à l'islam et du coup être arabe c'est être musulman, être arabe. Et c'est pour ça que d'ailleurs le vocabulaire colonial en Algérie, quand ils disent les Arabes, ils veulent dire les musulmans. Parce que parmi les autochtones, il y a des gens de confession juive. Mais une manière de distinguer, arabe, ça veut dire musulman. Tout musulman est arabe et tout arabe est musulman. Or, au Liban, il dit arabe, il peut être de confession chrétienne ou de confession musulmane. Je veux dire, vous voyez, entre deux espaces géographiques, la notion, comme elle est arrivée, elle est complètement différente. Et chez nous, dès le départ, cette association de l'arabité et de l'islamité a fait de notre idéologie les deux facettes de la même pièce. Et avec la faillite de l'arabisme, l'islamisme a pris le relais. Mais c'est exactement la même pièce parce qu'il développe le même langage. Il y a un qui met d'abord l'arabe et ensuite il dit l'islam, et l'autre qui dit non, d'abord l'islam et après l'arabe. Mais ce ne sont que des constructions idéologiques qui ne correspondent à rien dans l'histoire, en tout cas des populations concernées, puisque nous sommes dans un contexte où tout cela est né à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Quelle image ont les Marocains de cette grande période almoravide, almohade, mérinide aujourd'hui ? Tordue. Une image tordue. La manière avec laquelle nos nationalistes nous ont enseigné notre histoire, c'est-à-dire parce que, je veux dire, ils éliminent complètement ce qu'on appelle les berbères et mazirènes. Et ils reprennent le vocabulaire de l'orientalisme. Si les almoravides sont développés, c'est parce qu'ils sont musulmans. Et donc, est-ce que, comme en France, on a l'image du Moyen-Âgeux, on a l'image du Moyen-Âge obscur, est-ce qu'il y a ce genre de choses aussi au Maroc ? Non, l'obscurité n'est pas associée à cette période. Pas du tout. Je crois que notre obscurité se résume dans le 19e siècle. On a vécu sur la victoire de la bataille des Trois Rois contre les Portugais avec les Saadiens en 1578. Et à partir de ce moment-là, grosso modo, on était tranquille, quitte jusqu'à la défaite face aux Français d'Algérie en 1844, la bataille d'Isly. Et je crois qu'à ce moment-là, qu'on peut parler un peu de notre ténèbres, puisque le pouvoir avait du mal à se renouveler et puis il avait du mal à confronter les Européens, suivi d'une nouvelle défaite avec les Espagnols, la guerre de Titon en 1860, qui nous a coûté très 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 cher puisqu'on a payé une grande amende de guerre et on n'avait pas suffisamment d'argent. Les Britanniques nous ont prêté, donc on rentre dans un cycle d'endettement, avec la France rentre en scène également, l'Allemagne, et donc du coup c'est ce 19e siècle quand même qui passe pour être un petit peu un moment, comment dirais-je, sombre, puisque c'est là que les choses de l'histoire s'accélèrent. Le résultat, c'est qu'on a le 20e siècle qui est en partie colonial, en partie nationaliste, mais les deux ne répondent pas à la question et du coup c'est ça qui nous a donné un petit peu l'émergence de ce qu'on appelle le mouvement amazigh ou le mouvement berbère à la fin du 20e, à partir de 1980, en Algérie d'abord, en Maroc ensuite, un tout petit peu en Libye et en Tunisie, parce que c'est un mouvement qui a commencé juste à revendiquer le recouvrement de l'identité territoriale et de demander la place que l'histoire de l'Afrique du Nord est une histoire amazigh. Il n'est pas associé ni aux Arabes ni à l'islam. L'islam est un facteur religieux, certes, mais il ne peut pas nous donner toute l'explication de l'évolution historique, puisque, je veux dire, la variété des régimes dans lesquels vivent les musulmans en Asie, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, etc., fait que la variété des histoires des sociétés est très différente et donc du coup, associer ceci à cela est une mécanique qui ne donne pas de sens puisque c'est la dynamique des sociétés, la démographie et puis la succession des pouvoirs politiques et leur capacité à être à la hauteur de leur, de leur pouvoir. Si on a des gens qui nous écoutent et qui veulent venir bientôt au Maroc et voir un petit peu ces traces de toute cette période-là, qu'est-ce que vous conseillez d'aller voir comme monument, comme endroit au Maroc ? Partout où ils mettent les pieds, sans que dans la mémoire historique amazigh, qu'on soit à Souira, à Marrakech, à Fès, à Tétouan, par d'abord la toponymie,
les noms des lieux, les noms de sens à 99,9%, hein, je fais à la référendum de Gaddafi, 99,9% n'a de sens que dans la langue amazigh. Et puis, on a beaucoup de sites archéologiques, mais vous savez, on a pas mal d'archéologues, mais on n'a pas de budget. Je veux dire, on croule sous l'histoire, mais il n'est pas mis en valeur. On a l'ancienne ville de Sijil Massa, l'une des première ville, en tout cas, l'une des plus anciennes villes dont on a trace, pas loin de Merzouga, comme Merzouga est très connue comme destination saharienne pour les gens qui aiment le désert, et bien juste à côté, il y a l'ancien site antique qui date au moins du 8e siècle et qui était un hub commercial extraordinaire du commerce transsaharien. On a les traces ils sont visibles hein, sur la terre, mais bon, il y a eu une mission archéologique dans les années 90 maroco-américaine qui a fouillé, qui a travaillé pendant 2 ans, mais depuis ça s'est arrêté. On a une mission par exemple à Armat, juste à côté de Marrakech. On a trouvé par exemple cette ville capitale qui existait avant Marrakech, elle est à même pas 1 heure de Marrakech. Hein. On a retrouvé d'ailleurs le site visitable, un hammam complet qui date au moins du 11e siècle, peut-être avant, avec les 3 pièces. Il est debout. Et on a juste, les archéologues ont gratté un tout petit peu et ils ont trouvé un hammam avec la salle d'attente, avec la fameuse faïence et la fontaine d'eau. Il y a la mosquée, il y a le palais royal. Je veux dire, cette archéologie va nous chambouler la perception de l'histoire parce que les orientalistes et les Marocains plus tard ont développé l'idée que l'Andalousie était plus développée que le Maroc. Or, l'Andalousie était sous autorité marocaine ou maghrébine ou amazigh pour inclure l'ensemble des populations d'Afrique du Nord. Quand même, c'est pas l'Andalousie qui va nous apprendre comment faire le zellij ou comment faire de la musique, puisque le zellij existe encore chez nous et c'est une spécialité de la ville de Fès. C'est comme d'ailleurs l'anecdote, c'est qu'est-ce qu'un cordonnier? Un cordonnier est un courdouan qui travaille la maroquinerie de Fès. La maroquinerie par rapport à Maroc, ça nous a donné la maroquinerie. Et de Fès, la ville des tanneurs, qui est encore pratiquement, je crois, la seule ville où on a encore de la tannerie. Ils sont toujours. Merci l'UNESCO qui nous a aidés à les mettre à jour parce que les gens commencent à utiliser de nouveaux produits chimiques, la pollution, etc. Or, vous avez une association extraordinaire. Ça peut faire l'objet d'une dissertation en histoire pour les gens de l'agrégation. Et comme ça, ça peut joindre l'utile à l'agréable, mais à partir d'une définition du dictionnaire de la langue française, on peut embrasser l'histoire jusqu'à un certain moment, et surtout pour des spécialistes et des chercheurs, décoder les mots, sans mots, avec AUX, parce que on ne cherche pas à créer les histoires pour l'histoire, mais on cherche à comprendre le passé, non pas pour des revanches, etc., comme les idéologues ont essayé de faire, mais c'est juste pour que chacun puisse comprendre l'évolution de l'humanité tout entière, qui est un échange de prêts et d'emprunts, d'une manière directe ou indirecte, d'influence réciproque, et c'est ainsi que l'humanité, je pense, a avancé. Personne aujourd'hui sur Terre ne peut se targuer d'avoir été l'inventeur de ci ou de ça, ou de ceci ou de cela, parce que justement toute cette histoire de l'humanité est basée sur les échanges, et c'est par les échanges que certains capitalisent par rapport à d'autres, et c'est comme ça que la science a avancé et l'humain avec. Merci beaucoup, Moustapha El-Kadhiri, pour cette épopée que nous venons de faire ensemble sur l'histoire du Maroc. Vraiment, merci beaucoup, et je pense que les auditeurs et auditrices sont très redevables de tout ce que vous nous avez raconté. Merci beaucoup, c'est un plaisir aussi. J'ai écouté vos podcasts, les gens qui passent chez vous. Je découvre énormément de choses. Je veux dire, je suis du métier, mais on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout lire. Et heureusement, cette nouvelle technologie nous permet de communiquer entre collègues. Merci la technologie encore. Merci à vous. Alors, je dis pour les auditeurs et auditrices qui ont peut-être pas réussi à tout suivre, sur le site passionmedieviste.fr, on vous mettra plein d'informations complémentaires. Comme ça, vous pouvez suivre en même temps. Et je redis donc Moustapha El-Kadhiri, on peut aussi vous entendre dans le podcast Radio Marif où vraiment très souvent vous intervenez sur plein de sujets d'histoire marocaine. À chaque fois c'est passionnant, je le recommande. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode ou un prochain hors-série ou au prochain je ne sais quoi de Passion médiéviste. de Ben Guerir, le 30 gare de Ben Guerir, 3 minutes d'arrêt.
shout out loud so everybody hears me. شوفوني شوفوني راني نرفي. But the world's too busy, the world's watching TV and TV's too busy filming reality. Feel me راني نرفي. La 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 la, this is my rock and roll, my rock and roll. La 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 la, this is my rock and roll, my rock and roll. Maybe I'm too small, that's why you don't see me. I should be more angry and then you'll sense it. Feel me راني نرفي. Maybe that for you I'm a little nobody playing little world music in a little country. Believe me راني نرفي. This is my rock and roll, my rock and roll. This is my rock and roll, my rock and roll. This is not a song for peace. One more on the list, not begging for nothing but respect and justice. شوفوني راني نرفي. You got a first class ticket on a crashing plane.